Il y a un match qui restera toujours dans ma mémoire, c'est le match de Steph Curry à Boston quand il en met 43. Et le match où El Manu et les Spurs, quand El Manu il va postériser le hit là, dans un espèce de moment de folie dans l'AT&T Center avec le coyote qui était accroché au plafond. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur, le privilège de recevoir une légende du basket français, du basket international, monsieur Jacques Monclar. Bonjour Jacques, comment allez-vous? Bonjour Thomas, oui ça va bien, bonjour à tous. Super, super. On suit le début d'une nouvelle saison NBA. On a la chance de vous voir très fréquemment sur le plateau d'NBA Extra ou bien pour commenter les matchs. Moi, aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu avec vous sur votre carrière en tant que joueur, coach et consultant. Une évolution, un triptyque, on va dire. Écoutez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Une grande carrière en tant que joueur, fils d'un papa qui lui aussi était joueur. Entre 1965 et 1989, du coup, vous avez une longue carrière, vous avez connu différents clubs, beaucoup de trophées. Dans un premier temps, pour vous, qu'est-ce que vous retenez de votre carrière en tant que joueur? Quels sont vos accomplissements, entre guillemets, les bons souvenirs et les mauvais souvenirs? Alors d'abord, j'ai joué au niveau de 73 à 89, hein, parce D'accord. que j'avais 16 ans, voilà, quand j'ai commencé à jouer à l'équivalent de la Pro B. Avant, j'avais été tout jeune joueur, alors un apprentissage tout gamin à l'Asvel quand on habitait à Villeurbanne. Même si mon père jouait pas à l'Asvel, moi j'avais été mis là avec mon frère. Et puis après le Stade de l'Est-Pavillonnais, mon premier club dans le 93, à côté entre Bondy et Lorraine. Et j'y ai joué jusqu'à cadet première année, avant d'aller au Racing, même si c'était pas la nature de ma géographie. Mon papa étant un ancien Racingman, mon père étant un ancien Racingman, je me suis retrouvé au Racing. Et là, j'ai été à la fois cadet, junior, et j'ai joué en équipe première. On a été vainqueur de la Coupe de France cadet, le champion de France, en quelque sorte. Et puis après, avec l'équipe première, on est monté en première div en 77. Voilà. On a fait un an, et puis moi, je suis parti à l'Asvel parce qu'on est redescendu. Et puis, j'étais à un moment voilà, je voulais connaître un autre niveau, la Coupe d'Europe. Et puis, je rentrais en équipe de France. Après la saison avec le Racing, je suis en équipe de France et puis ça va durer 10 ans. Voilà. Alors il y a eu plein de choses. Le moment où on gagne la Coupe d'Europe avec Limoges, après Villeurbanne, j'ai été un an au Mans, je suis revenu à Villeurbanne et puis je suis parti à Limoges. Et puis j'ai fini à Antibes où j'ai fini comme entraîneur-joueur le dernier mois et demi. Ça commence à dater, donc voilà, et j'ai eu 201 sélections en équipe de France, 4 championnats d'Europe, un championnat du monde, les Jeux en 84, et puis des tournées, des amitiés, des matchs, des adversaires incroyables, des coéquipiers incroyables. Voilà, et quand on a fini tout ça et qu'on a un peu de recul dessus, on a envie de remercier tous les gens qui t'ont donné des minutes. Comme tu as envie, quand tu as arrêté d'être coach, je remercier tous les joueurs qui t'ont donné des minutes. C'est une posture dans laquelle je suis depuis un moment, moi, grâce à mon nouveau métier. Après, je suis devenu entraîneur dans l'urgence. On a gagné avec Limoges la Coupe des Coupes. Alors moi, on avait perdu la finale de la Coupe Courage à l'époque. Il y avait moins d'équipes regroupées dans le chapeau 1, donc la Coupe des Coupes en 88, c'était une très très belle Coupe d'Europe contre Badalone. Et puis on avait fait un triplé. Après, sans ça, en tant que joueur pur, le premier titre avec l'Asvel en tant que joueur, ça reste le titre chez les pros, hein, ça reste un truc. Mais tu te souviens de ton premier titre de champion de Seine-Saint-Denis ou de champion ou vainqueur de la Coupe de France cadet avec tes potes du Racing, quand tu es champion de deuxième livre aussi avec le même Racing,
Après, coach, les 2 titres avec Antibes, la Coupe de France avec Dijon, tu gagnes. À l'époque, il y avait un intérêt à gagner les saisons régulières aussi. Quand tu gagnais une saison régulière, tu pérennisais une participation, tu faisais tomber de l'argent dans la caisse du club. C'était aussi une satisfaction. Il y avait les droits télé à l'époque, tu te Ouais, bien sûr. rappelles? Voilà, mais j'ai été gâté. J'ai été gâté de jouer à ce niveau-là, de pouvoir réaliser une passion. C'est vrai que mon papa avait été un très, très, très grand joueur. Et oui, 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 Trois bien sûr. trois fois Robert les Monclar. 3 fois les jeux, et cetera et cetera. Mon frangin a pas vraiment joué au basket, c'était pas obligatoire chez nous. Voilà, mais oui, oui, la carrière, les moments, alors tu as les matchs, tu as les performances, tu sais que là, tu as été bien, là, tu as été moins bien, mais tu as aussi, le niveau général, la qualité des mecs, avec qui tu jouais, contre qui tu jouais, je l'ai déjà dit, mais c'est le plus marquant, c'est le plus marquant et c'est le curseur qu'on peut bouger le plus, pas le plus, enfin qui évolue le plus au fil du temps, comme des records, en athlé ou quoi, dans d'autres sports, des perfs. Ah, bien sûr. Le niveau général monte, le niveau général monte. Évolue, ouais, bah, ça Il y a on un le peu voit et Je suis devenu coach en 89. ouais. J'avais 32 ans tout pile. En étant coach joueur, en faisant il y a l'histoire du 38-39 en barrage, enfin une histoire de fou. Maintenir contre Toulouse et puis 2 ans après, on est champion de France. Voilà. Comme quoi, comme quoi. Ouais. Vous avez toujours été animé par cette passion du jeu en tant que joueur. Ça a été, je pense, du coup, transmis par votre papa. Vous l'avez aussi transmis à vos enfants. Est-ce que déjà, en tant que joueur, vous saviez que vous alliez sûrement prolonger votre carrière derrière en tant qu'entraîneur? C'est quelque chose qui était déjà dans votre esprit? Non, je suis à moitié d'accord sur la transmission. D'accord. Moi, mes 3 fils, il y en a 2 qui ont vraiment joué au basket. Il y en a un qui était dans ce registre et l'autre pas du tout. Donc, je pense pas que ça soit ça. C'est tu éveillé pour quelque chose, tu es passionné de quelque chose. Ça peut être, faire de la guitare, ça peut être, du piano, ça peut être, faire des Legos, ça peut être des passions, multiples et variées, peinture, je sais pas moi, tout ce que tu veux. Hem Ça m'a toujours plu et au-delà du basket, les sports co en général. Ouais. Et j'adore les sports co. Je trouve ça intéressant d'essayer de faire partager, de trouver la répartition des rôles, de maintenir une pression, d'avoir un calendrier qui te permet de, bah, jamais être au repos non plus et qui maintient l'intérêt du feuilleton pour le public, tout un tout un tas de choses, le rapport humain. Sûr. Voilà, voilà donc cette passion-là, oui, je l'ai, mais je l'ai en tant que spectateur, je l'ai en tant que supporter parce que j'aimais 2-3, enfin quelques équipes que je suis particulièrement. Voilà, voilà, mais c'est un plaisir le sport de comme ça. Après quand tu y travailles, c'est pas toujours la fête et c'est ta passion. Il y a des bons, des mauvais moments. Comme disent les ricains, le voyage est, bah, je veux dire, c'est plus le vent des clopes s'allonge que la traversée des Tonto, hein. Ouais, le voyage est tortueux, comme on dit. C'est vrai que nous, on a cette tendance à suivre le sport en tant que passionné, en tant que fan, donc on a peut-être souvent tendance à oublier cet aspect que c'est aussi votre métier et que ça, du coup, ça forcément, ça engrange des risques et un mode de vie complètement différent. Hem, Vous avez été aussi très reconnu en tant que formateur, développeur de jeunes joueurs et de jeunes talents. Si vous deviez retenir entre guillemets qu'une facette principale de votre carrière d'entraîneur, de coach, est-ce que vous auriez tendance à dire que c'est plutôt coacher des joueurs aguerris, professionnels, ou vous préfériez entre guillemets avoir ce rôle plutôt de formateur, développer du jeu, développer des jeunes espoirs? J'aime pas trop le mot former, mais accompagner, développer, oui. Ah, c'est le plus passionnant. Je dirais que c'est le plus facile parce que t'as pas la pression du résultat. Coacher des joueurs référencés, voire ce qu'on appelle des stars, ou des joueurs qui ont un cursus plus long que le tien, qui sont parfois plus vieux, c'est encore un autre exercice.
faut savoir très sérieusement délimiter les tenants et les aboutissants du truc. Voilà, mais la satisfaction, c'est d'entraîner. La satisfaction, c'est de découvrir. Tu vas progresser en tant qu'entraîneur avec un jeune joueur. Tu vas progresser en tant qu'entraîneur avec avec un joueur expérimenté ou un gars qui sait faire les choses. Parce qu'il sera diffusé, parce que tu vas l'observer. Quand on est coach, il y a un côté buvard. Enfin, en tout cas, je le crois. Et après, tu fais ta sauce. Il n'y a pas de coach absolu. Il n'y a pas de méthode absolue. C'est pour ça que c'est passionnant. Après coach, vous êtes devenu consultant officiellement en 2007, si je ne dis pas de bêtises, même si vous aviez déjà participé à différents commentaires, je crois, sur des championnats sur TF1 aussi pendant les Jeux Olympiques précédemment. Disons que l'expérience de consultant, elle m'est tombée dessus, comme il arrive des choses dans la vie, en 92. À partir de là, j'ai fait de temps en temps, j'ai fait les Jeux de 92 et 96 avec TF1. 92, je vous rappelle que c'est la Dream Team, donc c'est un moment qui a changé beaucoup de choses à plein d'égards pour le basket mondial, pour l'appréhension qu'on a de la NBA, pour passer de personnages totalement virtuels à personnages réels. Je pense à Magic Johnson, Larry Bird, bien sûr Michael Jordan, Barkley, Wing, Pippen, Stockton et les autres, Karl Malone, etc., etc. Donc, et puis moi personnellement, parce que j'ai vu que je pouvais faire ça. Et puis, je l'ai refait en 96, et puis de loin en loin, je faisais les grandes épreuves, les euros, les championnats, enfin, je commentais comme ça. Et puis en 2007, après Dijon, qui est mon dernier club en tant qu'entraîneur, j'ai eu l'opportunité grâce à Bruno Poulain et David Cosette, d'intégrer Canal et de reprendre le championnat de France, dont Canal récupérait les droits. Et là, on s'est bien éclaté pendant des années. En faisant du championnat de France, de l'Euroleague et de la NBA du dimanche soir. Et ça a commencé. Donc depuis 2002, il y a eu la NBA du dimanche soir, et le reste depuis 92, je commente. Donc oui, ça commence à faire un moment. Ça a commencé très tôt et on a eu toute l'évolution. Ce qui a été très intéressant, et vous en parliez tout à l'heure, enfin, paradoxalement, c'est l'évolution des droits télé en France. C'est-à-dire qu'en 2007, vous aviez les droits télé et vous commentiez la Pro A et l'Euroleague. Aujourd'hui, on sent que les droits télé sont beaucoup plus ouverts pour diffuser de la NBA que pour diffuser de la Pro A, paradoxalement. Alors, ils sont surtout plus clairs, Ouais. et ils ont été constants depuis 13 ans. Je crois que si on parle de droits télé, il faut commencer par regarder non pas la fin, qui est l'argent, mais la pérennité et le produit, et la manière dont on expose le produit. Bein est en contrat avec la NBA depuis 2012. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, si ça s'arrête demain, ça aura été une très belle histoire. Si ça continue, c'est vraiment dans l'ADN, c'est dans l'ADN de ta chaîne, et tu le revendiques. Voilà, mais on va commencer par ça. Oui, à l'époque, quand tu gagnais, enfin à l'époque, oui, moi je parle comme ça. Dans les années 90, quand tu gagnais la saison régulière, où tu étais qualifié pour l'Euroleague, tu avais une manne qui correspondait plus ou moins à 20-25%, 30% de ton budget. Voilà, maintenant les qualifs européennes sont tellement multiples, elles sont comme les droits télé. On n'est pas comme le rugby qui, même quand tu montes en première div, tu fais d'Europe, même presque. Je crois que c'est le cas d'ailleurs. Ouais. Voilà, mais oui, on est dans un autre monde. Et la diffusion ici ou là, alors tout le monde, chaque fois que quelqu'un arrive, on va révolutionner. Non, on révolutionne rien. Le produit reste le produit, le jeu reste le jeu. Plus t'es de caméras, plus tu fais d'angles intéressants, plus tu réduis le nombre de caméras, même si t'as un magicien aux manettes, il y a des limites. Si t'es bord terrain, t'as un feeling différent que si t'es en cabine. Il y a toute une tas de choses comme ça. Alors après, on peut très bien commenter
en cabine. On peut très bien commenter de diverses manières, mais pour optimiser les choses, il faut savoir ce qu'on veut faire. Ouais. Et est-ce qu'on veut le faire pour tout le monde ou est-ce qu'on veut le faire en ciblant 2, 3 matchs par et voilà, et en ayant une diffusion sur Dailymotion qu'on aurait pu avoir. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il me semble que tout ça au niveau franco-français est pour le moins désordonné, mais hormis le rugby qui est particulièrement là encore fidèle à son diffuseur, c'est quand même un joyeux Bronx, hein, le handball à la Champions League sur Eurosport, le championnat sur chez nous sur beIN, le foot, j'en parle même pas. Voilà, c'est la D1, la D2, enfin, je vais pas donner les noms parce que je m'en fous, même le national, on voit tout. Voilà, c'est assez, on est un peu anarchique, oui. Ça en devient même frustrant parce qu'on se dit avec un tel vivier de talent, des équipes aussi historiques et entre guillemets, on a souvent tendance à décrier le développement du sport en France et pourtant on a une quantité de talents phénoménaux. On l'a vu pendant les JO 2024, ça ne fait en fait augmenter la frustration du public de pas pouvoir suivre ses joueurs et ses équipes au quotidien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec beIN et vous-même, l'équipe d'NBA Extra, on a la chance du coup depuis 2012 de pouvoir suivre la NBA toutes les nuits avec l'émission de NBA Extra. Toutes les nuits, après, ce que tu dis est vrai. Il faut mettre des chiffres dessus, c'est 13 à 14 matchs par semaine. Ouais. Voilà. Et 6 émissions d'NBA Extra plus le SNL. Ouais, il y a une couverture. Ouais, il y a une belle couverture. Il y a une vraie couverture. En plus, on a la chance, nous. Et la NCAA, commentée par Chris Singleton. Et la WNBA avec Marie Fatou Gueye. Ouais. Voilà. Au départ, Rémi et Xav, qui sont vraiment le noyau du tout début. Ok, moi j'arrive et ça, j'arrive un peu après, 400 mois après. Bon. Et là, on attaque l'émission. C'était, je crois, le 8 janvier 2013, la première émission. Ça doit être ça. Bon, on célèbre moins que d'autres, parce que j'ai pas le souvenir qu'on ait fait une numérotation du nombre d'émissions de ceci, de cela. Faudra peut-être faire le compte un jour. Voilà, mais ouais, ça, c'est rigolo que cette émission soit là depuis janvier 2013 et qu'elle ait évolué juste dans le sens où elle a pris un quart d'heure. Ouais, et puis vous êtes vraiment devenu au fur et à mesure du temps un vrai vecteur de développement de la NBA en France. Si aujourd'hui on a le droit des NBA Paris Games et à autant, je pense, de valeur ajoutée aussi, des joueurs français qui veulent aller s'exporter de plus en plus en NBA, qui sont de plus en plus médiatisés, vous en êtes aussi en partie responsable chez beIN avec vos émissions et votre couverture. Ouais, il faut arrêter avec la valorisation de ça. Oui, 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 je l'entends, mais ceux qui performent sont les gamins qui sortent des centres de formation, de l'INSEP, et qui vont là-bas, et qui racontent des histoires, et nos joueurs qui sont là-bas, un gars comme Nico Batum, qui fait partie, entre guillemets, des meubles et des beaux meubles de la NBA, et qui a mené une carrière d'équipe de France constante, Rudy qui a ramassé les trophées individuels et qui est dans une quête de victoire collective. Bien sûr, Tony qui a mis tout ça. On a vécu les années Tony Parker avec les 2 finales. Après, on a enchaîné avec Steph Curry et la saga des Warriors, avec en fil rouge de tout ça, LeBron James. Donc on a été plutôt gâtés. On a eu du Kevin Durant, on a eu des aventures incroyables comme celle de Kawhi avec Toronto et la folie canadienne. On a vécu des trucs. C'est le jeu. Ce sont les joueurs, ce sont les équipes qui font ça. Nous, on est là pour accompagner. On n'est pas là pour dire c'est grâce à nous. Nous, on profite, entre guillemets, et on essaye de faire profiter. C'est-à-dire que tout le plaisir qu'on a avec Rémi Xav, quand on est sur place, avec Ronan Chebetal, avec c'est toujours une aventure de bouger comme ça, d'aller d'un endroit à l'autre. C'est un barnum incroyable, la NBA. C'est un barnum incroyable. Il y a un côté... il y a un côté par famille parce que c'est trop grand, mais tu croises d'année en année
beaucoup de personnes, mais beaucoup de mêmes personnes. Au fil du temps, ça évolue, mais assez peu finalement. Les repères sont souvent là. Et la NBA en tant qu'entreprise, avec ses qualités, ses défauts, hein, ses côtés World Company, mais ses côtés aussi extraordinaires d'accès, de dimension spectacle, de décorum, d'organisation, de logistique. Ouais, c'est phénoménal, hein. Ils sont effrayants. Après, ce sont des Américains, ils sont des réunions, hein. Ouais. Ça brainstorm bien, mais ça brainstorm efficacement. Vous en avez très bien parlé, vous avez parlé entre guillemets de la période magique qui a commencé entre guillemets à partir des années 2010. On a souvent tendance à dire que la NBA a subi une révolution des années 2010, marquée par ce duel Warriors-Cavs. Avant ça, on a eu les trophées du Heat, Plutôt des Spurs. 2015, hein. Plutôt Plutôt 2015. 2015. Parce que 2010, c'est jusqu'à 2015, il y a beaucoup. Enfin, il y a San Antonio qui est là, qui fait 2 finales. C'est surtout LeBron contre le reste du monde. Ouais. Parce qu'il y a Dallas, parce qu'il y a OKC, qui se retrouvent un peu dans la situation où ils sont cette année d'ailleurs. Voilà. Le basket, la révolution, c'est que l'après Jordan ait pu être géré. Ça aurait pu être la NBA, c'était Jordan, Jordan, Jordan. Et derrière, il est arrivé Kobe, il est arrivé le Shaq, il est arrivé le Shaq, Kobe. Il y a eu une suite à Jordan. Alors que quand disparaît un monstre, le monstre d'un sport, il peut y avoir un petit coup de moins bien. Et dans l'image, Kevin Durant, mais je vais pas tous les citer, mais il y a eu une génération absolument exceptionnelle avec en plus des personnages et des rivalités, contrairement à ce que va dire LeBron James, il y a eu des vraies rivalités. Voilà, le jeu ayant évolué, étant beaucoup moins dur dans le sens défensif, dans le sens dureté, contact, etc., etc. Il faut savoir que les mecs, ils courent plus vite, ils sont plus haut, ils savent faire plus de choses, ils shootent tous de l'extérieur. Il y a ce sont des avions de chasse, et je dis ça en étant bien conscient que deux des 5-6 meilleurs joueurs et le meilleur joueur actuel sont quand même un peu chubby. Ils s'appellent Jokic et Doncic, et ils sont pas des avions de chasse physiquement, même s'ils ont des qualités en main. Et ils sont européens en plus de ça. Ils sont issus du basket européen. Ouais. C'est parce qu'on peut être européen, avoir fait la fac aux États-Unis. Ouais, bien sûr. Ça reste un Européen qui joue sans doute pour son équipe nationale ou quoi ou qu'est-ce, mais bon, il est dans les standards. Jokic, il leur fait des chansons à l'européenne. Quant à Lucas, il a eu une carrière en Europe avec le Real assez énorme depuis l'âge de 16 ans. Donc, Ouais, des accomplissements très jeunes. C'est intéressant que vous parliez de l'évolution du jeu. Vous, en tant qu'ancien joueur, entraîneur et maintenant spécialiste et consultant, vous avez établi le fait que les défenses sont moins dures. Et c'est vrai que c'est un terme qu'on entend assez fréquemment. Mais il y a aussi l'aspect évolution du jeu. Ils courent plus, ils vont plus vite, ils sautent plus haut, ils shootent à 3 points. Aujourd'hui, ouais, et le pourcentage de tous les joueurs monte. et le pourcentage Voilà. augmente. Et parce que shooter, on peut tous le faire. Bien évidemment. C'est parfait, ça nous donne la transition pour la thématique que je voulais aborder avec vous. On entend énormément de critiques sur la surutilisation du shoot à 3 points en ce moment, notamment avec Boston, qui est champion en titre et qui a un petit peu, collectivement en tout cas, influé sur toutes les autres équipes de la ligue sur une quantité de shoot à 3 points. Aujourd'hui, Boston prend plus de 50% de leur shoot à 3 points. On entend énormément de critiques là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, on est en train de perdre l'aspect un petit peu romantique du jeu? C'est des termes qu'on entend assez souvent. Ou est-ce que finalement, c'est juste une évolution qui va se réguler au fur et à mesure, comme toute évolution? C'est quoi le romantisme en sport? Le romantisme, quand je parle de romantisme, on a souvent tendance à parler de joueurs comme Allen Iverson, Kyrie Irving, ou au foot. Je vous prends un exemple des joueurs comme Neymar qu'on a souvent tendance à perdre l'aspect purement. Pour moi, c'est pas les pères, c'est pas les mêmes, hein, parce que
Iverson, il était dur comme le bois. Kyrie, c'est une tête de pioche. Il a eu parfois des problèmes, mais il fait les matchs et tout. Neymar, son vrai problème, c'est qu'il est vraiment souvent sur le terrain et à peu près tous les stades de sa carrière. Et que je sais pas, bon, je comparerai pas du tout. Moi, le romantisme, je traduis ça par les gens qui disent, le Barça, la Masia, ok, je sais pas. Vous savez, ma famille est occitane, j'adore le Barça, mais on fait que les joueurs qu'on a. Si vous avez des mecs qui sont capables de mettre dedans, oui, shootez à 3 points. Mais si vous foutez pas un panier, il faut faire autre chose. On a vu Vincent Collet essayer de jouer avec de grands FIBA cet été. Il a changé son fusil d'épaule juste avant les quarts de finale et a aidé un peu par les blessure, bobo, appelez ça comme vous voulez, et ça a tout changé pour l'équipe. Un garçon comme Victor qui fait 2 m 23, 4, 5, 6, je sais pas. Il y a eu un passage la saison où sur 250 shoots, il en avait pris 125 à 3 points. Ça interpelle plus dans le choix. Après, ces visions de dire que je constate qu'en Euroleague, on a de plus en plus le même jeu. Ça veut dire quoi? C'est qu'avant, vous recherchiez des shoots. Je regardais jouer le Real. Le Real, il joue, entre guillemets, académique. On va finir par appeler ça à l'ancienne. Mais ils prennent des taux où ils gagnent difficilement. Ils ont encore perdu hier. Maintenant, à l'image de ce que fait Mike James, la recherche d'un shoot, c'est pas obligatoirement un décalage, c'est monter sur l'adversaire et lui shooter sur la gueule. Les joueurs savent faire ça. Donc, il faut l'utiliser. Certes, il faut trier le jeu, il faut faire des lectures, il faut faire tout ça. Mais il faut considérer que les joueurs de maintenant ont ce talent. Matthew Strazel, par exemple, a ce talent. Il y a des joueurs qui passent leur temps à prendre ce qu'on appelait il y a 15 ans un mauvais shoot, 10 ans. Et qu'on peut toujours appeler un mauvais shoot, qui n'est bon que ce qui va dedans. Mais après, tu l'admets parce que tu sais que sur l'année, ce mec-là va te rendre ce qu'il faut. Même si il est à 10 sur 27, tu vas le laisser faire. Tu vas pas lui hurler dessus. C'est un peu ce qui est arrivé dans le shoot à Evan Fournier dans le match, le dernier match où il gagne, non, il perd avec l'Olympiakos. Ouais. Je sais plus. Enfin, bref, il est maladroit, mais il met 19 points. Et son coach dit ça et dit, on sait comment il est. Alors, tu peux pas le faire 150 fois, mais de temps en temps, ça peut arriver. Alors oui, c'est caricatural, mais je trouve qu'on est un peu grognon. Moi, les talibans de l'Euroleague, et Dieu sait que j'adore l'Euroleague, me fatiguent. Les mangeurs de highlights de la NBA, je trouve que c'est tellement limité que ça me désespère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Les règles sont un poil différentes, mais de moins en moins. Et j'espère qu'un jour, ce seront les mêmes règles. Même si l'Euroleague pourrait jouer presque sur 4x12 parce qu'ils ont des effectifs à 14-15. En Betclic, ça me paraît plus compliqué. Ou en championnat domestique, ça me paraît plus compliqué. Mais voilà, mais il faudra réfléchir à tout ça. Des joueurs d'Euroleague à l'heure actuelle, ils font des saisons en termes de matchs qui sont comme la NBA. La seule différence, c'est qu'ils voyagent pas tout le temps en jet privé. Non, mais quand même, ils voyagent. Bien sûr. Ça arrive, mais pas systématique avec leurs avions à 2 mars, etc., etc. Voilà, c'est un autre monde. C'est facile de trouver des séquences où c'est no defense ridicule, un peu perte de balles, mais les mecs, ils font 3 matchs par semaine pendant 6 mois, quoi. Donc, au bout d'un moment, Ouais, bien sûr. il y aura du déchet. Il y a du déchet en Euroleague aussi, même s'il y a moins de matchs par le volume. Voilà, bon. Voilà, c'est du basket, ça reste des hommes. Tu te mets en route, comme on dit, si tu mets pas les ingrédients, tu prends une volée. Et après, tu es aussi rattrapé par le niveau. Washington, cette année, sont sérieusement rattrapés par le niveau. Et la barque avait mis les dernières Détroit, je crois que c'est 28 défaites. Là, je crois qu'ils sont à 16 ou 17. Ouais.
peu par là, et ça commence à gratter le dos. Ça commence à faire mal et puis c'est triste pour nous de voir nos Français et Oui, pourtant ils se oui, oui. développent. Et ça veut dire que leurs chiffres perdent beaucoup de relief. Ouais. Ça, ils nous apprennent pas grand-chose. Est-ce que vous pensez du coup, par exemple, je prends un joueur comme Alexandre Sarr, on parle souvent de trophée de rookie de l'année, mais pour mettre un petit peu de côté le côté trophée, mais purement l'aspect développement, se développer dans ce genre d'effectif et de ce genre de franchise qui ne gagne pas, est-ce que c'est vraiment bloquant pour un joueur ou est-ce que on a souvent tendance à dire ouais mais c'est cool, il va avoir plus de temps de jeu, plus de minutes, donc il va mieux connaître le terrain. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça se rééquilibre pas avec le fait de jouer avec des mecs qui ne sont pas en capacité de mettre dans des bonnes conditions, quoi? Ben, c'est un peu la nature même de la draft, hein, hormis Zachary, qui par miracle, entre guillemets, arrive à Atlanta dans une équipe qui joue play-in, play-off, donc comme objectif. A priori, quand tu es au drafté, quand tu es dans les lottery picks ou les 5 premiers, tu vas dans des équipes qui sortent de mauvaises saisons, sauf s'il y a un trade de droits rachetés, des choses comme ça. Donc c'est le lot commun. Bien sûr que ça travestit les chiffres. On a souvent eu des rookies de l'année qui étaient dans des équipes qui gagnaient peu de matchs. On va moi dire oui, mais je pense pas que Alex puisse être considéré avec ça. Ouais. Parce que quand t'as que 2 victoires au bout de 20 matchs, c'est compliqué, quoi. Ou 19 matchs, je sais pas. C'est compliqué. Euh, Zachary, dans la stabilité, oui, il sera. Pour l'instant, il y a des rookies qui flambent. Il y a eu Stephen Castle, il y a le petit Wells, il y en a d'autres. Il y a des rookies qui flambent bien. McKay. Ouais. Alors lui aussi, c'est dans le marasme, mais on Mmh. peut imaginer qu'ils vont arriver à gagner quelques matchs, alors que pour Washington, ça me paraît compliqué. Ouais, c'est évident, c'est chacun entre guillemets a son lot d'avantages et son lot de souffrances en arrivant à NBA. Pour faire une dernière transition sur le jeu actuellement en NBA, vous êtes historiquement supporter des Knicks. Les Knicks ont subi entre guillemets une grosse modification d'effectifs depuis ces dernières années et notamment cet été avec l'intégration de Karl Anthony Towns. On a senti qu'il a fallu un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Mitchell Robinson n'est toujours pas là, donc Kat est toujours amené à jouer poste 5 avec sans réellement de rim protector. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de l'évolution du jeu des Knicks? Est-ce que vous êtes un grand fan de Jalen Brunson? Là, on sait ils vont jouer en quart de finale de NBA Cup contre les Hawks. Est-ce que vous envisagez quelque chose de concret pour les Knicks cette saison ou pas du tout? J'étais très pessimiste il y a 15 jours, 3 semaines. Je trouve que ça va mieux depuis 2 matchs sûrs. Il y a encore des sautes d'humeur où ils mettent, eux, voilà, typiquement une équipe, s'ils mettent pas les ingrédients d'énergie, d'intensité, ils se font passer dessus. C'est une équipe qui fonctionnait sur des valeurs de défense, Ouais, qui prenait 104 points par match. Ils en prennent 112, je crois, c'est ça. cette année. Ils étaient dans les 2-3 meilleures défenses de la ligue. Ils sont aux douches. C'est une équipe qui fonctionnait sur le rebond offensif et défensif. Il y avait Hartenstein en plus, hein, Mmh. qui est une usine à rebond. Et on le voit avec OK ici. Donc, tu fais venir Karl Anthony Towns, c'est plutôt un très très bon joueur, mais qui mentalement doit être recadré. Souvent, c'est un peu un des fils rouges de sa carrière. Voilà, tu perds Di Vincenzo qui avait du déchet dans les shoots, mais qui apportait de l'énergie. Tu fais venir Michael Bridges, qui est une des clés, à mon avis, du niveau de l'équipe. Parce que s'il a, alors, il était caricatural depuis un moment, là, ça fait 2-3 matchs où il met le nez à la fenêtre, tant en attaque qu'en défense, il refait des interceptions, il s'oppose sur les contacts, il recommence à mettre dedans. Il est revenu de l'été, il avait un shoot complètement déstructuré. Et là, dès qu'il est en mouvement, au début, en étant au moment, il a commencé à remettre quelques paniers. Là, il a l'air de retrouver toute sa mécanique. Et c'est incroyable qu'il arrive des choses pareilles. Voilà. J'adore Brunson. Ouais. Je trouve que ce petit bonhomme est pas du tout respecté au niveau où il devrait l'être. J'aime beaucoup Anunoby. Mmh. Je trouve que c'est un... alors, ils y ont mis le prix. Je trouve
que James, comment dire, que Leon Rose fait des bonnes choses. L'autre jour, avant un match, c'est un des deux, pas Charlotte, le dernier, celui d'avant, qui sont des matchs où il pouvait se remettre en confiance. On a vu Leon Rose passer, après la mauvaise performance des Knicks qui avaient gagné d'un point miracle à Charlotte avec Michael Bridges qui avait fait quand même bravement n'importe quoi dans ce match. J'ai vu Leon Rose aller bord terrain. Il y avait notre ami Michael Bridges qui a l'air cool, qui a l'air d'être un mec sympa, hein, qui était là. Il a parlé pendant 2 minutes, 32 minutes. Ce qui est long. Ce qui est long en bord terrain, tous ces petits contacts là. Et comme par hasard, il a eu une intensité. Je crois que c'est une équipe qui y arrivera si elle ressemble un peu à son coach. Ils ont beaucoup de talent. Notre prof Pitbull de Thibodeau, il peut emmener une équipe qui donnera de la sueur et un peu de sang. Et s'ils rajoutent leur talent à ça, eh ben on arrive à faire ce que fait Brunson. C'est-à-dire comme Josh Hart, qui a l'air de progresser un peu en catch and shoot. C'est plutôt une nouvelle. Le petit Deuce McBride, il est dans le tempo, il est dans ce qu'il faut faire. Ils ont quand même, ils auront le retour d'Achua, ils auront le retour de Robinson. Porting ne déplaît pas, il faut le développer. On verra ce que Pacom Dalier donne, mais cette équipe-là, oui, aller en finale de conf, ce serait une belle progression. Ils sont peut-être à un joueur de, voilà, et puis on considère qu'on peut pas y arriver sans superstar au final. Au titre, etc., etc. Est-ce que Brunson est une superstar? C'est une question qu'on se posera. Voilà, on verra. Il a eu du mal à s'adapter à Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns doit garder la grinta, doit pas passer son temps autour à shooter à 3 points, mais aller au mastic un peu. C'est une équipe qui a besoin, tu parlais de rim protector, elle a besoin de rim protector et qui peut le faire mieux dans cette équipe que Karl Anthony Towns en attendant Mitch Robinson et Achua. Bien sûr. Donc ouais, un bel effectif, certaines limites, mais un vrai potentiel. Mais c'est bien, tout est public à New York quand ça marche. Mais c'est ce que je me disais depuis que vous travaillez chez Bein et que vous couvrez avec NBA Extra, vous n'avez fait aucune finale au Madison. Il n'y a jamais eu les Knicks en finale depuis votre couverture? Non, ils l'ont pas fait depuis 99. Ouais, 99, ouais. c'est ça. 94 et 99. Bien sûr, on a fait un All-Star Game. Ah oui, un All-Star Game. Ok. Il y avait d'ailleurs un entre-deux sympa, c'était les deux frères Gasol. Ouais, pas mal. Pour une fois, t'as deux frangins qui font l'entre-deux de départ. C'était presque le meilleur moment du match. Quoique non, à cette époque-là encore, il y avait des cartons. C'était rigolo. Ils mettaient encore un minimum d'intensité pendant le All-Star Game. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Écoutez, Jacques, je vous remercie. Je vais vous poser 2 dernières questions qui me paraissent assez intéressantes. Sur toute votre carrière de consultant, je me concentre sur la carrière de consultant. Quel est selon vous le plus beau moment que vous ayez vécu, que ce soit en antenne, sur le plateau d'NBA Extra ou bien en commentant un match? Est-ce que vous avez vraiment un souvenir qui vous a marqué? Je sais que Rémi a été énormément marqué au moment de la mort de Kobe Bryant. Est-ce que vous, c'est plutôt un souvenir positif, plutôt négatif? Quand j'ai pris un fou rire inextinguible, c'est une vieille émission. C'est quand, je sais plus comment s'appelle, la femme du golfeur qui se fait, LeBron est à jouer à Cleveland. Oui. Et il la dégomme, elle sort et Rémi parle, est en colère après les photographes qui étaient trop près dans l'émission. Il me fait sourire et puis il part. Et quand j'ai vu sortir la femme sur la civière, c'est terrible. Les gens, les Américains qui l'applaudissaient et tout. Et avec le commentaire de Rémi, je suis parti. Pas possible de m'arrêter. Je sais pas s'ils ont les images, mais j'étais sans ça, moi, j'adorais rentrer à l'Oracle Center Arena, pardon, avec le Warriors comme ça. J'adorais ça. Et je dirais quand même, s'il y a une action de tout, et Dieu sait qu'il y en a eu, hein, il y en a eu. Il y a un match qui restera toujours dans ma mémoire, c'est le match de Steph Curry à Boston quand il en met 43.
et le match où El Manu et les Spurs, quand El Manu, il va postériser le hit, là, dans un espèce de moment de folie dans l'AT&T Center avec le coyote qui était accroché au plafond. Non, ouais, des grands moments, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Il y a des moments où les salles font un bruit terrible, terrible. C'est, c'est comme si c'est comme si ça sortait d'un seul corps. Des hurlements ou des silences. Parce que ce soit Michael, bon là j'y étais pas, je l'avais vu à la télé. Quand prenait la photo du mur de supporters de Utah, quand Michael Jordan met le panier, ou prenait des moments comme ça où il n'y a plus un bruit, quoi. C'est éteint. Le panier de Ray Allen, hein, il fait du bruit, hein. Il fait du bruit à Miami aussi, hein. C'était rigolo, la petite anecdote, je l'ai déjà dite, mais bon. Euh, c'est tellement gagné que pour les Spurs, dans l'esprit de beaucoup de gens, presque nous, parce qu'ils dominaient vraiment, donc tu vois pas venir trop, toujours se méfier, parce que le basket a un côté mathématique par possession, et tu peux en perdre, et dès que tu perds des balles ou des rebonds, tu redonnes des possessions, enfin voilà. Ils avaient déroulé une file jaune autour du terrain pour empêcher l'envahissement, puisqu'il y allait avoir un champion, et c'était les Spurs. Le trophée avait été amené, et les gens quittaient la salle, parce qu'on était à Miami, quittaient la salle. Et il y a cet enchaînement de basket qui se termine avec le rebond, la balle qui sort, et Ray Allen qui met dedans. Et à ce moment-là, ça fait tellement de bruit avec les gens qui restent que ceux qui étaient dehors veulent rentrer. Mais aux États-Unis, quand ils sont, ils ont regardé le match à la radio dans la voiture, c'est Oh, la folie. des prolongations. Voilà. Et le match 7 et la folie qu'il y a sur Miami. C'est pas une ville qui s'emporte au basket, Miami. C'est une ville qui a autre chose dans son fonctionnement. Mais là, sur cette finale-là et ce match 7-là, oui, il est venu à la braque aussi. Vous avez été plus marqué par ce shoot de Ray Allen ou par le bloc de LeBron James en 2016? On sait que ces 2 actions mythiques de ces dernières années qui ont tendance souvent à être classées par tel ou tel personnage ou personnalité, vous, pour les avoir vécues, comment vous l'avez ressenti? Est-ce qu'il y en a une supérieure à l'autre ou plus impressionnante? Puisque les 2 sont des actions Disons hyper que clutch. euh, le truc, c'est que il me semble que les Spurs étaient plus forts cette année-là. Et que, déjà, puisqu'ils le montreront l'année d'après, puisqu'on aura la même finale. En tout cas, sur la série, ils étaient plus forts. Et le cheminement du match fait que le panier de Ray Allen est une surprise incroyable. André Iguodala à la finition est un peu resserré. Il aurait pu aller se cacher de l'autre côté. Il prend ce parti-là. On ne peut pas dire que... Alors oui, LeBron fait une performance physique incroyable d'arriver dans le tempo, mais ce type de chase down, c'était un peu sa marque de fabrique pendant longtemps. Non, enfin là, même si c'est pas un chase down, il la bloque vraiment. Mais en tout cas, de revenir comme ça et attraper tout au-dessus. Bref, ouais, non, je dirais Ray Allen. Ouais. Et pour comparer aussi par rapport au mérite, je trouve que les Cavs méritaient sur le cheminement du match. Il l'avait dominé, il l'avait contrôlé. Alors après, le basket, ça joue souvent sur 1, 2, 3 possessions. Mais dans l'impression de faire ce qu'il voulait faire, les Cavs étaient plus près de leur potentiel maxi que les Warriors, qui n'avaient pas très bien. Ouais, une série magique, une saison fantastique, l'année 2016, entre le dernier All-Star Game de Kobe, son dernier match, les séries folles menées par les Warriors 3-1 et eux-mêmes étaient menés par OKC. C'est fantastique cette saison-là. Jacques, j'avais une dernière question à vous poser. Elle va peut-être être un petit peu difficile à traiter et je vais vous laisser le temps qu'il faut. En contextualisant, vous pouvez vous permettre de choisir n'importe quel joueur de n'importe quelle génération. Est-ce que vous
pourriez me faire un 5 majeur all-time NBA? Vous avez le droit de faire entre guillemets du possessionless, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire pas forcément respecter les postes, mais vous pouvez aussi sélectionner un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. L'objectif, bien évidemment, pour essayer de contextualiser ce qui pourrait être intéressant, c'est que cette équipe puisse être compétitive aujourd'hui dans la NBA moderne. Compétitif dans la NBA moderne, ça implique beaucoup de choses. Ça implique qu'il faille shooter à 3 points. Ouais. Donc on met pas le Shaq, on met pas Karim. Non, compétitif dans la ligue actuelle, on est obligé de prendre Jokic. Alors je vais le faire plus ou moins actuel. Jokic, Steph Curry, LeBron, KD. Bon, je pense que même si moi je joue à côté de ces mecs-là, on est capable de gagner un trophée, hein. Ouais. Après, j'aime bien, par exemple, des joueurs qui arrivent à se mêler. Moi, je raisonne souvent complémentarité, c'est à tort, parce qu'il faut prendre l'individu. Mais tu mets à côté, je parle actuellement ce qui était l'idéal là, au milieu de ces quatre, c'est Kobe. Voilà. Mais à l'heure actuelle, bah, tu mets un Anthony Edwards, un Devin Booker, un mec comme ça, c'est pas Kobe. Tatum. Ouais. Ou Jaylen Brown, t'as le choix, parce que les deux, c'est quand même deux braves usines. Deux braves usines, voilà, quoi. Ouais, Jaylen Brown, c'est fort. Me rappelle beaucoup Latrell Sprewell en plus fort. Ouais. Et Tatum me rappelle Alan Houston en plus fort. Si je dis à des Bostoniens qui ressemblent à deux New-Yorkais, ils vont pas être contents. Vous allez vous fâcher avec les deux publics légendaires. Je me fâche ça. Autant j'aimerais que les Knicks fassent un truc. Punaise, ouais, j'aimerais. Mais bon, si ça arrive pas, ça arrive pas. Mais j'adore. Je suis pas un anti-Boston du tout. Il n'y a pas de rivalité entre Boston et New York en basket. Ils sont tellement différents. La rivalité, alors, en termes de titres, c'était pas ça, mais vrai, c'est plus avec les Sixers pour Boston. Ouais. C'est plus avec les Sixers. Et New York, la rivalité qu'il y a eu dans l'époque récente, elle est avec Miami. Et toute récente, un peu avec Atlanta. D'ailleurs, c'est rigolo de les jouer en NBA Cup. Ouais, c'est clair. Trae Young aime bien climatiser le Madison Square Garden quand Ouais. Mais il faut qu'ils fassent attention. Des fois, il peut prendre froid aussi. Ouais, c'est clair. On sait jamais l'annonce. C'est clair. Bon, bah écoutez, Jacques, je voulais vraiment vous remercier pour toutes ces anecdotes et cette super interview. J'ai passé un très bon moment et je pense que vous ne faites encore une fois qu'enrichir notre culture basket et on profite encore de votre expertise sur beIN Sport. Je vous souhaite une très bonne continuation, une très bonne fin de saison régulière avec la NBA Cup, les playoffs qui arriveront, le All-Star Game, enfin bref, toutes les activités, on va vous suivre de On très va près. être pour Noël avec Ouais. Marie, Xav, Rémi, Chris, Fred, Eric, Peter, toute la bande, Adio, Mitch, Wessi, Flob, enfin bon, Marie fait tout. Ouais. On y sera à peu près tous. J'ai bien dû oublier qu'un grand Fred. Pourtant, il est dur à rater. Hein. Et puis Tony aussi, Masson. Enfin, ouais. Ouais. Une très belle équipe. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très bonne fin de saison et je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir.